Bonjour à toutes et à tous. Et à tous.t.e.s. Non, je rigole. Alors, j'ai envie de parler d'un voyage. Un voyage que j'ai fait par voie, attention, terrestre. Oui, effectivement, j'ai voulu traverser l'Asie, l'Eurasie en fait, par voie terrestre. Qu'est-ce que j'ai fait exactement? Je suis allé au Vietnam. J'y ai vécu même un an, à Hanoï précisément, pour mon master de droit. Et après quoi? Après, je suis juste rentré en France, mais par voie terrestre. Donc, il y a eu un petit échec. Ça n'a pas été exactement le cas. Ce n'était pas exactement une traversée par voie terrestre parce que le Pakistan m'a refusé un visa. Pauvre de moi. Bouhouhou. Mais ce n'est pas grave parce que le voyage, c'est quand même plutôt bien passé, merveilleusement bien passé, même s'il fut fort en haut et en bas et de bas. Donc il y a eu un petit peu de tout, mais c'est ça un petit peu le plus drôle en fait. Donc qu'est-ce que j'ai fait exactement? D'abord c'est la petite introduction. Je suis passé par la Chine du Sud. Donc on va essayer de voir d'abord le monde sans penser à des frontières, oh ça sonne hippie tout ça, sans penser aux frontières du moins telles qu'elles ont été tracées officiellement. On sait qu'il y a des territoires, donc après mon master de droit, je peux vous dire que le territoire, c'est la zone où s'exerce une souveraineté d'un pays donné, hein, plus ou moins, là où le droit vietnamien, il s'exerce dans le territoire vietnamien, et ainsi de suite. Donc, je ne vais pas parler de ces territoires-là, de temps en temps, oui, bien sûr, mais je vais juste parler en vous faisant un petit peu voyager, en vous faisant aussi conceptualiser presque des pays imaginaires, mais pas vraiment des pays au sens de l'État-nation français, mais simplement des zones géographiques avec des cultures différentes. Pour expliquer qu'il y a plusieurs Chines dans la Chine, ou même titre qu'il y a plusieurs France dans la France, même si, bien sûr, il y a une âme française via l'histoire de France, via le récit national, les valeurs qui font de nous des gens tant géniaux que casse-couilles, mais d'une façon tout le temps géniale, d'une certaine façon. Et le côté râleur, mais qui parfois donne un esprit critique encore une fois génial, et ainsi de suite. Donc là, je vais parler de ces cultures, les cultures nationales, bien sûr, qui ont été façonnées par le récit national d'une part, mais aussi de ces cultures locales, au-delà du national, en fait, dans l'infra-étatique. Oula, ça va sonner presque comme un cours de droit, mais vous inquiétez pas, ça va être beaucoup plus funky. Et ensuite, parler du supra-étatique, de ces zones géographiques, que je dirais même, j'appellerais même ça des blocs géographiques, voire faire des petites parallèles avec la thèse du choc des civilisations d'Huntington, mais aussi, là, je vais oser tracer des blocs par moi-même, de moi-même. C'est-à-dire, je vais par exemple parler du bloc indo-européen, dont on ne parle pas beaucoup parce que je trouve personnellement, après il a énormément raison sur bien des points, mais que les civilisations tracées par Huntington, elles sont énormément basées sur la religion. Certes, la religion crée une culture, mais on peut aller au-delà de ça. Par exemple, l'Iran, ça a beau être musulman, bon certes c'est chiite, mais même avant tout c'est perse. Ce n'est pas forcément arabisé à 600%, même si la théocratie de l'ayatollah Khomeini a voulu, euh, a voulu créer une donne plutôt théocratique, enfin plutôt muslim friendly comme on dirait. Bref, donc voilà, ça va partir dans tous les sens simplement parce que je suis allé dans plein de sens géographiquement parlant. Et donc, qui dit parcours géographique dit aussi voyage dans les idées, voyage dans la tête, autant que avec les pieds. C'est-à-dire, on bouge ses pieds, on déplace son corps, véhicule de notre âme, d'un point A à un point B, à un point C, jusqu'au fameux Z. Qu'est-ce que je dis? Non, si, ça fait du sens, je le maintiens. Bref, donc, je vais parler de zones géographiques, et sans que vous disiez forcément, ça c'est la Chine. Non, ça ce sera le sud de la Chine.
Ça, ce sera l'est de la Chine. Ça, ce sera le nord de la Chine. Ensuite, ce sera la Mongolie, mais au sens large du terme, parce qu'on ira jusqu'en Mongolie intérieure. Ensuite, ce sera la Chine centrale. Et ensuite, ce sera quoi? C'est là, on reste dans le territoire officiel chinois, mais on changera énormément de culture, voire presque de civilisation, avec tout ce côté que certains nomment carrément le Turkestan. Donc là, ce serait le Xinjiang, le fameux Xinjiang dont on a entendu parler, avec des populations turques en Chine même, la Chine occidentale, ce petit côté moyen-oriental à la ça c'est le Xinjiang, c'est la Chine de l'ouest, du nord-ouest précisément, avec cette porte vers l'Asie centrale qui donnait vers la route de la soie. Ça continue petit à petit vers le fameux Tibet, fort de clichés, spirituel, tout ce que vous voulez, certes il y en a, mais bon, je pense qu'énormément de cultures, de pays, comme ça, vous voyez, comme vous le voulez, ont une dimension bien sûr spirituelle si on cherche bien. Parfois on se demande, où est-ce que je la trouve la spiritualité quand ça ne pense que money, l'argent, ou alors un côté très indifférent d'autrui, penser qu'à sa pomme. Là, on se dit, mais j'avais une autre vision de cette fameuse Asie pittoresque. Donc c'est ça le but aussi, c'est détruire les clichés qu'on peut avoir. Alors parfois on voyage en raison de ces clichés qui nous ont fascinés, jusqu'à être déçus de ne pas retrouver ces clichés. Et on les retrouve en partie, et on les retrouve finalement en grattant plus qu'on ne le pensait. On pensait trouver les clichés plutôt rapidement. Ce n'est pas forcément le cas. C'est ça l'avantage du voyage. On découvre des choses dont on ne s'attendait pas. Et pour le plus chaotique, très loin du cliché du bobo spirituel, baba cool, hippie, tout ce que vous voulez. Il y a le Népal puis l'Inde, mais waouh, qu'est-ce que c'est parti en sucette de mon côté. C'est-à-dire, certes, j'ai bénéficié de sucettes de la part de filles très sympas. Logiquement, très sympa, autant de dopamine, je ne peux dire que merci. Mais ce n'est pas ça, c'est surtout que je me suis transformé, non pas en Tintin, mais plutôt en Capitaine Haddock. J'étais jamais relax, mais je me régalais quand même. Un mélange d'heureux et d'énervé, c'est bizarre, mais c'est plutôt ce qui est possible d'atteindre. Donc on est loin du cliché de l'apaisé qui cherche à atteindre le nirvana pour qui tout est ok. Non, parfois quand les choses sont trop... personnellement, j'approuve une théorie pareille. C'est-à-dire quand les choses sont trop laides autour de vous, si c'est juste à combattre, si c'est vraiment dégueulasse, ne faites jamais semblant d'aimer ça en mode je suis tolérant, c'est magnifique, ça se passe bien. Alors que si vous voyez des Indiens super dégueulasses qui vous parlent des femmes d'une manière absolument dégueulasse, c'est-à-dire moi je pensais être un petit connard quand j'ai eu droit à certaines conversations, je me suis dit ah non, mais en fait je suis presque un petit féministe tout gentil. C'est-à-dire, je me bats pour la cause des femmes. Ah oui, un vrai rempart contre la barbarie. Comme on dirait dans OSS 117. Non, je sais pas. Quand on se pense vraiment dégoûtant, enfin, genre, mais je me balance tout seul. Je suis un porc, oui. En effet, je me balance tout seul. Avant même qu'on me balance. On m'appelle Monsieur Porc. Non. Ah, waouh. Ah non, ah d'accord. Eux, ah oui. Ah là, ce sont des porcs. Ah ouais, des bons cochons. Ah oui. D'ailleurs, ils mangent pas de porc. Mais bon. Ah oui, archi dégueulasse. Ouf. Et là, on se dit quoi? Ah, mais il s'en rend même pas compte, le gars. Mais pourquoi, dans ce cas-là, je suis dans cette autocritique permanente, à m'auto-flageller, alors que certains se pensent cool, alors qu'ils sont juste que dégueulasses. C'est, bon, voilà. Ça se voit beaucoup, malheureusement, en Inde. Mais l'Inde, c'est le pays du chaos. C'est un contraste. Enfin, c'est beaucoup de contrastes très colorés, mine de rien, avec des choses magnifiques autant que cruelles et dégoûtantes. Donc, dans ce millimélo, vous n'avez jamais le temps de vous ennuyer. C'est ça l'avantage. C'est que vous, là, vous dites, bon, je vais toujours ouvrir les yeux, je reste sur mes gardes, et en fait, vous apprenez à... Peut-être je parle... Ouais, je vais pas parler des autres, mais je vais parler de moi parce que je peux pas dire ce qui s'est passé chez les autres, mais j'étais presque fier d'avoir découvert, très loin des clichés, le fameux connard intérieur. Et oui, ce n'est pas l'être illuminé tout gentil qui va faire des câlins à tout le monde et accepter la connerie de tout le monde en se disant je suis ouvert d'esprit, tout est spirituel, moi ça va, je vais bien et toi tes chakras ça va. Non,
ce sera plutôt un côté connard spirituel. Ah non, mais je savais pas que je pouvais envoyer chier des gens qui commencent avec le fameux bullshit, comme on dit en anglais. Ça commence avec soit de l'arnaque, soit c'est sale, soit c'est trop amical, mais il y a quelque chose derrière. Donc voilà, au bout d'un moment, faut le réveiller, ce petit connard intérieur, entre guillemets. Il n'y a pas le choix. Bref. Ensuite, l'échec du Pakistan. Bouhouhou. J'ai essayé 3 fois. J'ai été refusé 3 fois. Bon, ok. Et là, il a fallu tricher un petit peu. Je ne pouvais même pas aller en bateau jusqu'à Dubaï. Donc, je suis allé à Dubaï en avion. Voir un ami qui était dans un cabinet d'avocat, puisque c'était après mes études de droit. Et après, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai continué jusqu'à l'Iran, à partir de Sharjah, près de Dubaï. J'ai pris un bateau. Et là, retour à l'expérience très locale, c'est-à-dire quand on est le seul étranger dans le bateau et que les autres se disent mais qu'est-ce que tu fous là quoi, enfin c'est bon hein, c'est quoi ton délire de hippie là, je suis proche des peuples. Non non mais si, je traverse, j'essaie de traverser du moins l'Asie par voie terrestre et maritime, et le pire c'est que quand j'ai une idée pareille, je n'avais rien pris, j'étais juste sobre. Ça s'appelle l'imagination. Alors l'imagination gouverne le monde. Ça, je l'ai appris petit à petit, qu'il n'y a pas une civilisation qui est forcément dans le vrai, surtout en matière de religion. Au contraire, tout le monde est plutôt dans le faux. Alors, c'est-à-dire, on pense que je suis chrétien parce que simplement je suis blanc. Ah bon? Je pense pas que ma peau me donnait une religion comme ça. Surtout que ça avait commencé avec presque du paganisme celtique, c'est parti sur du paganisme romain, puis ensuite, oui, pendant des générations et des générations, jusqu'à mes chers grands-parents, ça a été bien chrétien, certes, mais bon, une peau, ça donne pas une croyance. Une croyance, ça se passe dans le cerveau, donc quand même, et encore, ça se passe dans le cerveau, ça peut se laver à tout moment lorsqu'on a un certain esprit critique. Et il y en a, ils disaient, non, mais ils partaient sur des a priori. Et alors, j'avais mystifié une Iranienne en lui disant, ben non, moi je suis bouddhiste, alors que non, je ne suis pas, certes, mais alors je lui dis, bon, moi je suis bouddhiste, et pourquoi pas? C'est pas parce que je ne suis pas bridé que je ne peux pas être bouddhiste, espèce de raciste. Bref, je pars en sucette. Mais je lui dis, bon, non, j'étais très gentil, accueillant, c'est-à-dire la moitié était extrêmement éduquée, avec un esprit critique à tout niveau, et vraiment, là, chaque conversation sera intelligente, enrichissante. Et de notre côté, vous pouvez avoir affaire, bien sûr, au fameux théocratique. Allahu Akbar. Bon, voilà, voilà. Et voilà, voilà. Voilà, voilà. Et qui vous diront, oui, mais moi, j'ai un professeur en théologie, islamologie, presque le Tariq Ramadan iranien, quoi. Il a réussi à convaincre des athées comme quoi l'islam c'était la seule vraie religion. Moi, je suis là, mais c'est quoi ce fétichisme de vouloir à tout prix convertir l'autre? On se tient pas tranquille si l'autre n'est pas converti. Un petit peu bizarre. Pourtant, j'avais lu le Coran 3 fois, j'avais même écrit un petit essai, un petit, quand même de 140 pages, mais bon, un essai sur les religions. Ouais, voilà, j'ai vu la mouche, je me suis dit, ah tiens, toi, je veux te prendre. Et voilà, je me suis mis à en bip les mouches de manière générale, mais d'une manière certes intéressante. Ça s'appelle l'intellectualisme, c'est quand on veut parler en ayant l'impression d'être intelligent. Ça aide de temps en temps, surtout dans des pays comme la France. Les gens, ils y rajoutent de l'éloquence et là, pouf, allez, ils sont forts. Bref, donc j'ai continué là-dessus en me disant maintenant, ok, c'est bien toutes ces conversations, mais moi, je dois continuer vers la Turquie. Et là, une vilaine arnaque qui m'était arrivée en Inde, c'est retourné contre moi pendant le voyage de Téhéran jusqu'à Tabriz, Urmia, jusqu'à Van en Turquie, mais j'ai quand même eu, pendant que j'avais de la malchance à distance, entre guillemets, j'avais beaucoup de chance sur place. C'était ça l'essentiel. C'est-à-dire, je pense qu'il y a une énorme dichotomie à faire. Et là, ce serait une théorie que j'essaierai de développer sur le long terme, si un jour j'avais la chance d'être écouté, entre, je dirais, la dépression online-offline, ou alors, encore mieux, et bien sûr, le bonheur online-offline. C'est-à-dire être heureux online pour être déprimé offline, bon, moi, comme ci, comme ça. Et inversement, bon, certes, la dépression vous donne un côté profond, ça vous donne l'impression de regretter plein de choses, donc on se dit, ah, c'est bon, comme les gens pourraient sympathiser à votre égard, mais elle n'est pas forcément, bon, c'est pas forcément le mieux, elle n'est pas forcément productive,
elle n'a aucun intérêt à être souhaitable sur le long terme, c'est-à-dire et n'accepter que des pensées positives est aussi faux que n'accepter que des pensées négatives. Et ça, on ne le dit pas assez souvent, je pense. Donc, les choses se passaient en mal, entre guillemets, à distance, vers quelqu'un à qui j'ai stupidement fait confiance lorsque j'étais en Inde. J'avais donné de l'argent, j'étais très stupide. Et il se passait très bien dans la vie réelle, c'est-à-dire là où j'avais mes pieds, mon corps, là où j'ai été entouré, mon entourage de l'instant présent, entre guillemets, là où j'étais hébergé, parce que j'ai été hébergé pendant une trentaine de jours en Iran non-stop. Là où je suis, partout où je suis allé en Iran, j'ai pu être hébergé, c'est assez incroyable. Donc ça aide non seulement sur le budget, mais surtout sur les connaissances humaines, la découverte du pays en profondeur d'une façon absolument vraie. C'est-à-dire là, les yeux du local, ça défiera tout vos Lonely Planet guide du routard. Et ensuite, la Turquie, pour moi, c'est déjà la porte vers l'Europe, certes, des mosquées ottomanes au lieu des églises, mais bon, il y avait des rues très bien bétonnées. Je trouvais que tout était d'un coup plus cher. Ah, mince, oh, fou, ça m'a fait mal. Et je me suis dit, bon, ok, sinon c'est quand même bien. Bien sûr, la sublime porte, la Turquie a quelque chose de très intéressant, mais je ne me suis pas trop attardé, contrairement à l'Inde où là, je me suis dit que j'avais de quoi errer malheureusement, mais bon, heureusement aussi. Et finalement, je suis retourné en France à partir de la Bulgarie avec un petit bus Sofia-Bordeaux à 53 € seulement. C'était comme ça que ça s'est passé pendant une année après le master de droit, toutes les études. Je me suis dit, je vais entre guillemets apprendre du monde lui-même. Logiquement, un voyage pareil, il est fourni via l'imagination. Et l'imagination peut vous permettre de faire des choses magnifiques autant que stupides, hein, voire cruelles. C'est-à-dire que la planification passe forcément par de l'imagination. Et mon intuition me disait d'y aller et de voir sur place ce qui est la chose la plus vague au monde en soi, mais indispensable pour tout être humain qui a envie de déguiser son instinct de survie. Et après, le côté, oui, se retrouver soi-même, etc. Oui et non, c'est-à-dire il faut démystifier la chose. On peut s'avérer perdu après parce que on s'est façonné, à tort ou à raison, une certaine imagination de nous-mêmes en s'étant découvert très loin du cliché de celui qui va juste chercher à faire les stages après les études pour intégrer une certaine boîte, etc. Donc quand on est entouré, entre guillemets, je dis bien entre guillemets parce qu'ils sont adorables quand même, de conformistes, dont la famille, les fameux penseurs. Bon, bref, l'entourage de manière générale, c'est un petit peu bizarre parce qu'on a l'impression qu'on va les décevoir de s'adonner à des plans que l'on s'est mis à ériger en fonction d'une certaine imagination. Et là, la fameuse question que je pense tout le monde s'est dû se poser dans sa vie, c'est est-ce que je suis fou? Est-ce que j'ai tourné cinglé? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je suis en train de perdre, entre guillemets, santé mentale? Ça a été à la mode de parler de maladie mentale même. Je me dis, est-ce que ce n'est pas un terme pour profiter un petit peu aux psychologues, aux psychiatres à l'occidental qui ont besoin de tout classifier à divers degrés comme si il fallait tout contrôler, tout comprendre et pouvoir mettre absolument tout dans des cases. Donc, logiquement, quand on retourne dans un esprit cartésien, la logique peut se retourner contre nous-mêmes. Et là, on se dit qu'on n'a pas suivi forcément le bon plan. Et on se remet en cause. Donc, il y a énormément de différences entre la pensée de l'Est et la pensée de l'Ouest là-dessus. Et ce voyage progressif vers l'Occident peut en fait aboutir à une sorte de libération de tout ce conditionnement qui a été effectué jusque-là, pour ensuite devoir s'y remettre. C'est-à-dire, ah, mais mince, mais je remets les chaînes là où elles sont. Ok, c'est bon, là je vais me mettre à faire les bonnes choses, vous inquiétez pas. On peut penser de la sorte, alors que l'on a osé se penser libre pendant un certain moment, voire presque s'excuser d'avoir goûté à une certaine liberté ou d'avoir cru y avoir touché. Il y a quelque chose d'étrange là-dedans.
Bref, donc voilà. Euh, le plus étrange dans un voyage pareil, je dirais que c'est l'entourage qui change en permanence, dont la seule personne avec qui on reste le plus longtemps, en fait, c'est soi-même. Dont certains diront qu'on peut tourner narcissique si on veut garder contact avec les autres, alors qu'en fait, ce sont les autres qui sont ultra importants, parce que la nécessité de se tourner vers l'autre surgit de plus fort. On pense pouvoir s'isoler facilement, c'est pas vraiment le cas. Comme on dit, l'homme est un animal social, ce n'est pas pour rien, donc on cherche, lorsqu'on a l'opportunité en tout cas, d'abord on cherche à se tourner vers quelqu'un, des personnes différentes, vraiment différentes, et en plus de ça, on cherche à fortifier le lien que l'on a avec les personnes qui ne sont pas avec vous en ce moment même. Et là, les réseaux sociaux donnent la belle illusion, avec un aspect très pratique, certes. C'est très commode, mais donne l'illusion de pouvoir rester en permanence en contact avec un petit peu tout le monde en même temps. Donc, dans cette sorte de désespoir, dans le lien social, etc., vous pouvez idéaliser vos proches, voire vous dire, ben, si moi je les aime, forcément ils doivent m'aimer un minimum, c'est-à-dire sinon, pourquoi je les aimerais, quoi. Ça, c'est le raisonnement le plus simplissime, mais logique, mine de rien, et qui part d'un bon cœur. Donc, pourquoi pas l'avoir? Mais il peut vous amener vers une certaine naïveté. À l'opposé, un côté cynique, surtout si ça suit le voyage, serait dommage de le retrouver. Donc, il y a tout ça lorsque l'on change de milieu en permanence. Il y a celui vers qui on veut se tourner ici maintenant et vers qui on peut commencer des échanges vraiment profonds tout de suite, rapidement, avec beaucoup de paroles à échanger, comme s'il y avait ce besoin de nouer quelque chose tout de suite. Mais ça vous aide aussi à développer votre langue, enfin, surtout l'anglais, la langue lingua franca, la langue de facto que vous allez utiliser en voyageant. Et en plus de ça, garder le contact d'une façon ultra idéalisée, surtout lorsqu'il, lorsqu'il faudra retourner chez soi en disant, alors quand je les reverrai, oh la fête qu'on fera ensemble, puis j'espère qu'ils vont bien et ça vous le pensez de tout cœur. Moi je suis toujours là pour eux, c'est-à-dire vous ne devenez pas romantique mais bromantique comme on pourrait dire en anglais pour les bros, c'est-à-dire là vous devenez romantique en amitié entre guillemets. Bref. Donc c'est peut-être le plus difficile. Et ensuite, ça vous ne vous en rendez pas compte la première fois au début. Mais peut-être que le plus étrange, c'est de laisser des parts de vous-même un petit peu partout là où vous passez. C'est-à-dire, ce n'est pas le petit poussé qui laisse des cailloux, enfin, des miettes de pain, qui laisse. Mais non, là vous le laissez derrière lui. Mais là vous avez laissé des parties de vous-même, mais sans vous en rendre vraiment compte. C'est-à-dire logiquement, dans tout endroit où vous avez passé un bon temps, vous allez avoir du mal à le quitter. Vous allez ressentir une certaine tristesse lorsque vous allez le quitter. Moi, je dirais, si vous ressentez cette tristesse, c'est bon signe. C'est mieux que d'avoir ce qu'on appelle une espèce d'émoussement affectif, de vous sentir comme si, bon, qu'importe. Si vous sentez comme ça, si, ce serait dommage. Donc, plus il est dur de quitter un endroit, mieux c'est. Ça atteste des bons sentiments que vous avez eus vis-à-vis de cet endroit. Et cet endroit, qui dit cet endroit, dit les personnes qui sont dans cet endroit. Très souvent, ces bons moments, vous n'avez pas pu les passer juste tout seul dans votre chambre, à regarder des séries, et à vous dire, cet endroit, il va me manquer énormément. Donc ça c'est voilà, ce n'est ni positif ni négatif, mais au moins dans ces montagnes russes émotionnelles, vous vous sentez très vivant. La routine peut être envisageable lorsqu'on se commence à se fatiguer de voyager, voire on l'idéalise. Bon après c'est normal. Il peut s'avérer que l'on veuille absolument entrer dans une certaine routine en étant content en avance d'y accéder. Ah, quand j'aurai une PlayStation là, avec
un appart minimum sympa et j'irai faire n'importe quel job, ça c'est même pas important à ce stade-là. Et je pourrais aussi m'inscrire à une salle de sport, trop bien. Là, les choses les plus basiques au monde deviennent géniales. Et puis, de temps en temps, je pourrais aller souvent en discothèque avec des copains, rencontrer des jolies filles. Ah, c'est génial. Donc là, vous pouvez partir dans des délires pareils qui sont en fait les choses de complètement normales pour la personne lambda. Donc, c'est bon signe parce que vous en excitez énormément en avance. Même si des gens pensent que vous voulez juste voyager pour rester de vos jours en permanence, le fameux travel bug comme on dit en anglais, vous n'êtes pas obligé de le ressentir, mais après, au bout de X temps, cette routine, bon, vous pouvez vous dire oui, mais ok, mais alors faut qu'elle soit choisie, faut pas qu'on me l'impose, et surtout, c'est là le plus dur, ah, vous ne voulez pas qu'on vous parle comme de la merde, enfin, au travail par exemple, là où l'autorité de l'employeur succède à l'autorité du professeur, enfin, et ça depuis le CP, même avant, c'est-à-dire la personne grande qui, en raison de son âge avancé, donc de sa distance plus courte vis-à-vis de la mort en soi, s'autorise à vous parler comme si vous n'étiez, entre guillemets, soit moins que rien, soit juste, oh, quelqu'un de paumé qui n'a pas encore compris. Comme si avoir fait plus de tours autour du Soleil sur cette planète vaisseau spatial permet à quelqu'un d'avoir un air hautain envers quelqu'un d'autre. Ça, vous pouvez vous rendre compte que on peut vivre plus en moins de temps. Et donc le temps, ce n'est pas tout, mais ce que vous faites de ce temps, ça devient tout. Donc ça, vous avez au moins demandé, quitte à troquer une partie de liberté pour du travail, à ce qui est du respect, qu'importe l'employeur. Si vous arrivez à le trouver, vous risquez de vouloir sympathiser énormément avec cet employeur lui-même, c'est-à-dire le côté faire copain-copain, comme on a pu le faire avec d'autres voyageurs lors de son voyage en solitaire. Et souhaiter bonne route à tous ceux qui voyagent, soit en restant au même endroit, soit en bougeant d'un endroit à un autre, pour ce beau voyage qu'est la vie. Donc voilà, c'est une façon de conclure la vidéo. Puis je vais rentrer dans le récit en montrant d'autres photos d'un endroit géographique à un autre. Éventuellement, bien plus tard, je pourrais parler aussi d'un voyage que j'ai effectué en Israël, Palestine, puis Égypte. D'ailleurs, je suis allé en Palestine, à Ramallah, à partir de Tel Aviv via Google Maps, où j'ai suivi 6 bus différents. Bon, je ne m'attendais pas à ce que ça marche. J'étais moi-même étonné. Et là, je l'ai fait des années plus tard, après ce voyage en Asie. Donc d'abord, je parle du voyage en Asie, bien sûr. Et souvent avec des pensées philosophiques, voire politiques. Les pensées qui accompagnent tout voyageur qui se pose des questions, mais surtout qui profite des questions qu'il se pose. Parce que parfois, il faut profiter des questions que l'on a sans même chercher avec ego à trouver la réponse que les autres n'auraient pas et qu'il faudrait agiter dans tous les sens avec un certain dédain. Ce n'est pas ça qui est le plus intéressant. Le plus intéressant, c'est d'être perdu d'une jolie façon et de comprendre que les autres, souvent, malgré cette impression de tout contrôler, de tout comprendre, sont également perdus. Bref, sur ces belles paroles, que puis-je dire de plus, à part un merci. Merci de m'avoir écouté jusque-là. Et surtout, ayez une bonne vie, tout simplement. Tout simplement.